Bon, alors on va démarrer. J'ai intitulé cette séance comparaison statistique, mais bien souvent dans les ouvrages que vous rencontrerez, on appelle cette séance les tests d'hypothèse. Il y a un chapitre souvent dans les livres de statistique qui s'appelle les tests d'hypothèse, la théorie des tests d'hypothèse. Et c'est un domaine très très important de la statistique. On va rappeler le principe de ces tests. On verra en fait qu'on a déjà plus ou moins vu ces principes. Il y avait simplement une petite subtilité qu'on avait écartée. Et donc on reviendra un petit peu sur cette subtilité. Ces tests ont été théorisés par Niemann et Pearson sur une base de Student. Au début du XXe siècle, Student propose finalement la méthodologie des tests, mais sans tellement de base théorique ou rigoureuse. Et c'est Niemann et Pearson qui vont apporter cette rigueur-là. Et puis, d'une manière générale, les tests et la statistique, d'ailleurs, avant la guerre 45, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était surtout une affaire d'agronomes et de psychologues. À partir de l'entrée en guerre des États-Unis, ça va devenir une science aussi de l'industrie. Et Niemann et Pearson, finalement, ils ont apporté aussi à l'industrie les outils rigoureux dont elle avait besoin. On fera un petit point sur la différence entre test symétrique, test à droite ou test à gauche. C'est la même chose pour bien clarifier les idées. Et puis, on va surtout passer du temps sur deux applications principales. C'est surtout ça l'objet de les trois premières chapitres vont passer relativement vite. Alors, le principe, je vais le reprendre à partir d'un exemple qu'on avait déjà vu, le cas, si vous vous en souvenez, le cas du contrôle en cours de fabrication. Si vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait pris, on avait une machine, enfin pas une machine, une machine ou un process qui fabrique des pièces et on s'était intéressé à la résistance de ces pièces. Et on estime que la machine est bien réglée ou la fabrication est bien réglée si les pièces ont une résistance moyenne de mu0. Et puis on avait considéré une certaine valeur de cette résistance moyenne, à partir de laquelle, ou en deçà de laquelle, on pouvait considérer que la machine était déréglée, que les pièces étaient de mauvaise qualité, etc. Et on avait appelé ça le cas H1, la machine est déréglée. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mettre en œuvre ce test? On avait choisi une statistique de décision. En l'occurrence, la statistique qu'on avait prise, c'était la loi de la moyenne d'un échantillon. Donc on prélève un échantillon en cours de fabrication, on mesure les résistances sur ces différents échantillons, sur les individus de ces échantillons, et puis on calcule la résistance moyenne. Et la résistance moyenne, on a vu que si la fabrication est bien réglée, centrée sur mu0, le mu0 concerne la population tout entière, et bien pour la moyenne d'un échantillon, on va obtenir une loi centrée sur mu0 également, avec un écart type de sigma sur racine de n. Et cette loi, même si la loi de départ, la population de départ n'est pas une loi normale, cette loi de la moyenne, elle tend vers une loi normale. Donc je peux dessiner une cloche ici. Donc on avait choisi cette statistique de décision et on avait considéré un certain seuil ici, en deçà duquel, si on obtient une moyenne de notre échantillon inférieure à ce seuil S0, on va considérer que la fabrication s'est déréglée. C'est trop faible pour appartenir à l'hypothèse H0, au cas où la fabrication est bien réglée. Et puis si, bien sûr, on obtient un échantillon dont la moyenne est supérieure à ce seuil, eh bien, on considère que la fabrication est bien réglée et on laisse la fabrication se poursuivre normalement. Si je résume donc l'état de la nature ou les états de la nature et les décisions qu'on prend, on a deux cases vertes qui correspondent au moment où on a pris les bonnes décisions, et puis deux cases qui ne sont pas vertes qui correspondent aux erreurs qu'on peut faire. La première, qu'on appelle l'erreur de première espèce, ici alpha. Donc c'est la probabilité de conclure en faveur de H1 alors que c'est H0 qui est réalisé. Autrement dit, vous tombez à gauche du seuil, donc vous pensez que ça provient d'une fabrication qui est déréglée, centrée sur mu1, alors qu'on peut très bien tomber à gauche du seuil quand la fabrication est bien réglée, centrée sur mu0. C'est tout à fait possible, mais la probabilité est faible, alpha. Donc si on a choisi alpha suffisamment petit, on peut considérer qu'il est impossible au risque alpha de tomber à gauche du seuil dans le cas d'une fabrication réglée. C'est pourquoi, si on tombe à gauche du seuil, on conclut que la fabrication est déréglée. On a conclu H1, la décision c'est H1, mais la réalité, ça peut être H0. Il y a une probabilité alpha que ce soit le cas. Et puis on avait vu qu'il y avait une deuxième probabilité ici, qu'on appelle l'erreur de deuxième espèce, qui correspond au cas où on est tombé à droite du seuil. Donc on pense que la fabrication est bien réglée, alors qu'on peut tomber à droite du seuil si la fabrication est mal réglée, c'est-à-dire centrée ici sur mu1. Et donc si on tombe à droite du seuil alors que la fabrication est déréglée, eh bien on ne règle pas la machine puisqu'on pense qu'elle est bien réglée, et donc on laisse se faire fabriquer des pièces de mauvaise qualité la réalité c'est H1. C'est que la machine elle est effectivement déréglée, mais on ne l'a pas vue. Parce que la moyenne de notre échantillon elle s'est trouvée trop élevée par rapport à ce qu'on attendait dans le cas d'une fabrication déréglée. Et là, il y a une probabilité bêta. Donc on appelle le risque de deuxième espèce. Et 1 moins bêta, ce qu'on appelle la puissance du test.
Alors ça, on l'avait déjà vu. Sauf que quand on l'avait vu, on avait esquivé une petite difficulté puisqu'on avait considéré finalement deux situations ou deux hypothèses qu'on appelle des hypothèses simples. Soit la fabrication est bien réglée et elle fabrique des machines centrées sur mu0, soit elle est déréglée et elle fabrique des pièces centrées sur mu1. Mais la réalité, ce n'est pas tout à fait celle-là. Quand la machine est bien réglée, centrée sur mu0, OK, H0. Mais quand la fabrication est déréglée, tout ce qu'on peut dire, c'est que mu est différent de mu0. Mais il peut prendre toutes les valeurs possibles différentes de mu0. Ce n'est pas forcément une valeur particulière mu1. Et dans ce cas-là, on est dans le cadre des hypothèses composites. Et donc, on va voir comment on va traiter le cas des hypothèses composites. Alors, Niemann et Pearson, juste dire un petit mot sur ces deux personnages. Niemann, c'est un mathématicien polonais qui a obtenu une bourse pour aller travailler à Londres, pour travailler dans le laboratoire de Karl Pearson, qui détenait la chaire de Galton, dont on a parlé déjà. Mais Galton ne connaissant pas les mathématiques nouvelles, les mathématiques modernes, au regard en tout cas de Niemann, c'est avec son fils que Niemann donc, a fait attache, et c'est ensemble donc, qu'ils ont développé notamment la théorie des tests. Donc ils ont théorisé, disons, la théorie des tests qui avait déjà été un peu introduite par Student, comme je le disais tout à l'heure. Egon Pearson deviendra aussi le directeur du département d'Applied Statistics à l'University College de Londres. Alors, quel est le principe finalement de test? C'est un peu ce qu'on a déjà dit. On a deux hypothèses en présence. H0, celle qu'on appelle H0, c'est une hypothèse simple qu'on va tester, sur laquelle on va mettre en œuvre le test. Et H1, c'est soit une hypothèse simple, soit une hypothèse ou des hypothèses, un ensemble d'hypothèses, finies ou infinies, donc alternatifs à H0. Donc on se place dans le cadre de l'hypothèse simple, dans laquelle on va pouvoir mettre en place des calculs. Et on suppose que cette hypothèse est vraie. Et on va faire un raisonnement par l'absurde. Donc supposons que cette hypothèse est vraie, et donc on utilise une statistique de décision dont on peut établir la loi de probabilité. C'est le cas de la loi de la moyenne, par exemple. Si on sait que H0, c'est telle loi avec telle moyenne, tel écart type dans la population donnée, on sait que quand on prélève un échantillon, on a une loi normale ou qui tend vers une loi normale de moyenne mu d'écart type sigma sur racine de n. Ça, par exemple. Puisqu'on sait cela, on sait définir pour un risque alpha donné un seuil ici qu'on peut considérer si alpha est petit, c'est le cas en général, on choisit un alpha petit qu'on considère comme négligeable, et donc on peut définir un seuil au-delà duquel il est impossible pour la variable de décision qui nous intéresse de tomber au risque alpha près. D'accord ? Donc on prélève notre échantillon, on mesure notre statistique, et si on observe une valeur supérieure à notre seuil, eh bien c'est contradictoire avec notre hypothèse de départ, parce qu'on a dit que c'était impossible de dépasser le seuil. Et donc dans ce cas, on remet en cause notre hypothèse de départ. Et on conclut en faveur de H1. Si par contre, avec donc moins de alpha chance sur 100 de se tromper. Par contre, si on tombe à gauche du seuil, mais là je n'ai mis que le risque à droite, j'aurais pu mettre un risque symétrique, on va voir cette différence dans un instant. Si je tombe à gauche de mon seuil, eh bien là, je ne peux rien dire. C'est normal, dans le cadre de mon hypothèse, de tomber à gauche de mon seuil. Donc, je ne peux pas infirmer mon hypothèse. Mais là aussi, ça ne veut pas dire que l'hypothèse est vraie. Student faisait l'erreur de dire qu'il y avait une probabilité à moins alpha que l'hypothèse H0 soit vraie. Non, on ne peut pas dire que l'hypothèse est vraie. On peut dire que si cette hypothèse est vraie, eh bien, les données que j'ai obtenues sur mon échantillon ne contredisent pas cette hypothèse. C'est tout ce qu'on peut dire. Alors, on va répéter ce processus, d'une part à travers les applications, et puis tout de suite dans la différenciation entre test symétrique et test à droite. Pour l'illustrer, on peut prendre l'exemple, par exemple, d'un médicament. On met sur le marché un médicament, on fait des expérimentations en vue de la mise sur le marché d'un médicament, et une première chose qui peut nous intéresser, c'est de savoir si le médicament a des effets. Qu'il soit positif ou négatif, à la limite, on s'en fout, on veut savoir s'il a un effet. Donc dans ce cas, le problème du test se pose de cette manière-là. On choisit comme hypothèse nulle, le médicament n'a pas d'effet, mu égale 0. Donc, comme on connaît la valeur de mu ici, dans le cas de cette hypothèse, on va pouvoir faire nos calculs et mettre en œuvre notre test. Et l'hypothèse alternative, c'est mu différent de 0, mais peu importe sa valeur. Si mu égale 0, eh bien, un échantillon prélevé dans cette population, donc si on a administré le médicament à différents patients et qu'on a mesuré une certaine grandeur caractéristique des effets de ce médicament, on calcule la moyenne de ces caractéristiques, on devrait obtenir une grandeur qui appartient à une loi normale de moyenne mu égale 0 et d'écart type sigma sur racine de n.
Comme je m'intéresse, comme je fais un test symétrique ici, je vais répartir le risque de chaque côté. Donc, dans le cas de l'hypothèse que j'ai faite, mu égale 0, il n'y a qu'une probabilité alpha de tomber à l'extérieur d'un intervalle ici, moins S0, S0, que je détermine par le choix de alpha. Okay. Et donc, si, dans mon échantillon, j'obtiens une valeur extérieure à cet intervalle, eh bien, je peux rejeter mon hypothèse de départ et conclure que le médicament a un effet. Et ça, c'est une conclusion forte. Je peux dire, avec moins de 5 chances sur 100, si je tombe à l'extérieur de l'intervalle, que mon médicament a un effet. Mais je n'ai pas dit s'il était positif ou négatif. Simplement, il a un effet non nul. Voilà ce que je peux dire. Okay. Maintenant, si le test que je vais mettre en œuvre vise à montrer que le médicament a un effet positif, eh bien, l'hypothèse nulle que je vais tester, c'est le médicament n'a pas d'effet ou il a un effet négatif. Donc, mu inférieur ou égal à 0. Et l'hypothèse alternative, c'est mu strictement positif. Et pour mettre en œuvre le test, je vais me placer à la limite pour l'hypothèse H0, c'est-à-dire à la limite où mu égale 0. Donc, dans le cas de l'hypothèse, comme précédemment, pour mon échantillon, je peux établir une loi, celle-ci, centrée sur mu 0, si mu égale 0, et écart type sigma sur racine de n. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre tout mon risque à droite. Alors, vous allez comprendre pourquoi. En mettant mon risque à droite ici, je vais donc définir, dans le cas de l'hypothèse mu égale 0, une valeur seuil qu'il est impossible de dépasser au risque alpha près. Ça, c'est pour mu égale 0. Si mu est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, la cloche se déplace vers la gauche. Et donc, la probabilité de dépasser ce seuil S1, elle est encore plus faible que alpha choisi pour la valeur mu égale 0. Vous êtes d'accord? Donc, si je dis qu'il est impossible de tomber à droite de S1 pour la valeur mu 0, a fortiori, il est encore moins possible de tomber à droite de S1 si mu est négatif ou nul. OK? Et ça répond peut-être un peu à la question que vous posiez tout à l'heure. Donc, en conclusion, si je tombe à droite du seuil S1 que j'ai défini pour la valeur limite mu égale 0, je vais pouvoir rejeter l'hypothèse que mu d'une part égale 0, mais aussi l'hypothèse que mu est négatif ou nul. Parce que c'est impossible de tomber à droite de S1 pour mu égale 0 et pour toutes les valeurs de mu négatif. Et à ce moment-là, je vais pouvoir conclure en faveur de l'hypothèse H1 que mu est strictement positif. Et là, je vais pouvoir dire, effectivement, mon médicament a une action strictement positive, à condition bien sûr que j'ai dépassé le seuil S1. Si je ne dépasse pas le seuil S1, je ne peux rien dire. Je ne peux pas rejeter mon hypothèse de départ. Donc vous voyez dans quel cas on met le risque à droite, dans quel cas on met symétrique, ça dépend du problème que vous avez à traiter en fait. Et on verra tout à l'heure un exemple où on fera asymétrique et à droite et on verra que les conclusions sont différentes. On va traiter donc on va revoir ce processus, mais cette fois-ci sur deux applications distinctes. Première application, elle va porter sur ça. C'est pas très spectaculaire, mais on va parler des radars. Alors radar, je ne sais pas si vous le saviez, mais ça n'est pas un nom courant ou commun, c'est une abréviation qui veut dire Radio Detection and Ranging. Et à quoi ça sert un radar? Eh bien, ça sert à détecter et à localiser un objet qu'on appelle une cible. Donc un avion dans les airs, un missile ennemi ou ce genre de choses. Comment ça fonctionne un radar? En gros, ça se présente comme ça. Il y a deux fonctions dans un radar. Une fonction d'émission, on envoie des ondes. Et quand ces ondes rencontrent une cible, elles sont réfléchies, et donc on réceptionne les ondes. Avant, il y avait deux appareils distincts, maintenant les deux sont réunis dans un seul appareil. Et le radar, vous savez que c'est quelque chose qui tourne. Okay. À l'issue du processus de traitement du signal qui est fait par le radar, eh bien, si une cible est détectée, il y a un point qui s'affiche sur l'écran d'un ordinateur ici ou d'un radar, comme on le voit ici. Alors, sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit précisément? Alors, il y a l'antenne qui tourne. Et sur l'écran, en général, vous avez la trace qui est représentée. Alors, dans les écrans anciens, qui étaient des écrans cathodiques, c'est un peu fort, je suis désolé. Sur les écrans cathodiques, on jouait sur les propriétés de rémanence de l'écran pour que le spot qui affiche la présence d'une cible reste affiché le temps que le radar fasse un tour complet et détecte à nouveau la cible. Donc, actualise la position. Dans les radars modernes, ces choses-là sont informatisées, les positions sont mémorisées, donc il n'y a plus cet effet de rémanence qui est pris en compte. Par contre, en général, on représente toujours le balayage du radar.
Alors, quand on a repéré une cible, qu'est-ce qu'on a comme information? On a la distance à laquelle elle se trouve, qui est proportionnelle à cette distance-là, sur l'écran du radar. On a la direction dans laquelle il se trouve par rapport à une référence qui est fixée. Et puis, cette grandeur-là, c'est la portée du radar. 300 km, 400 km, c'est l'ordre de grandeur de la portée des radars. Et ce qu'on va voir, c'est qu'avant que s'affiche un spot ou un sigle sur l'écran du radar, il y a eu un traitement automatique du signal qui était fait, donc du signal qui est arrivé sur l'antenne de réception. Et ce traitement automatique, il met en œuvre un test d'hypothèse. Et c'est ce test d'hypothèse qu'on va explorer un petit peu. Alors, comment ça marche le radar? Émission, réception, les deux fonctions. La première, la fonction d'émission. Comment ça marche? L'antenne pointée dans une certaine direction envoie un signal radio. Ce signal, il a la forme d'un créneau avec une certaine intensité et il est porté par un signal qu'on appelle une porteuse dont on a filtré la partie négative. Donc on a un créneau. Le signal est émis. S'il rencontre une cible, il revient donc après un certain temps, qui est égal à 2 fois la distance divisée par la vitesse de la lumière. Donc il revient atténué, donc largement atténué, et puis aussi bruité, parce que le signal traverse les nuages, etc. Donc il y a la pluie éventuellement, il y a du bruit, des interférences qui s'ajoutent au signal. Et donc, il faut savoir, dans ce signal qu'on reçoit, distinguer finalement ce qui n'est que du bruit, parce que le radar enregistre en permanence du bruit, et de ce qui est du signal, un signal plus du bruit, parce que le bruit, lui, on ne l'enlève pas, il est toujours là. Alors, on va s'intéresser à ce signal reçu. Qu'est-ce qu'on peut dire du signal reçu? Donc, c'est soit deux situations. Soit il y a effectivement une cible, donc le signal qu'on a envoyé est atténué plus un bruit, soit il n'y a que du bruit. Et le bruit, en général, c'est un signal qui a une moyenne nulle et qu'on peut caractériser par un certain écart type. Ça peut être un bruit uniforme, ça peut être un bruit gaussien, ça dépend. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre d'analyse, comme on l'a toujours fait maintenant? Eh bien, pour se prononcer, pour mettre en œuvre un test d'hypothèse, eh bien, on va prélever un échantillon dans le signal. Prélever un échantillon dans un signal, ça veut dire échantillonner un signal à une certaine fréquence. Et donc, on va échantillonner notre signal. On va découper notre signal et on va prélever donc, dans notre signal différentes valeurs de l'amplitude Y qu'on a mesurée. Ce n'est pas forcément un plateau comme je l'ai représenté ici, c'est quelque chose qui est assez indéterminé, disons. Donc on dispose maintenant d'un échantillon de valeurs qui correspondent à l'intensité du signal reçu. Et on va calculer, comme on l'a fait toujours pour la loi de la moyenne, enfin pour l'échantillonnage avec la loi de la moyenne, on va calculer la moyenne de ces valeurs. Okay, et donc c'est à cette grandeur maintenant que j'appelle x de t. La moyenne des valeurs échantillonnées de mon signal, c'est à cette valeur qu'on va s'intéresser. Alors, cette moyenne, elle peut appartenir à quelle situation, enfin quelle situation on rencontre. Soit, si effectivement on a reçu un signal, quand vous faites la moyenne de S, vous avez toujours S, et puis vous avez du bruit que vous avez moyenné, donc le bruit moyenné, je l'appelle maintenant V de T. Donc soit vous avez un signal plus un bruit moyenné, soit vous n'avez que du bruit moyenné. Et comme on a travaillé avec la moyenne, ce bruit moyenné, il a pour moyenne toujours 0, puisque le bruit initial avait pour moyenne 0. Mais pour variance, ou pour écart type, maintenant, sigma sur racine de n. Donc on a réduit la dispersion du bruit en travaillant sur la moyenne d'un échantillon. On avait une loi population de bruit, si vous voulez, caractérisée par un écart type sigma. Quand vous prélevez un échantillon dans cette population, la moyenne que mesurait cet échantillon, elle est caractérisée par sigma sur racine de n. Elle a un écart type de sigma sur racine de n. Alors, avant de mettre en œuvre le test, il faut aussi prendre en compte deux choses. Enfin, une chose surtout. Cette chose-là, c'est le fait que l'antenne a une certaine directivité. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous pointez dans une direction θ, elle envoie des bips, non pas précisément dans la direction θ, mais dans un certain cône ou un certain lobe de direction assez large comme ça. Si bien que si une cible se trouve dans la direction θ, eh bien, au moment où vous entrez dans le lobe de directivité du radar, vous avez une occasion de la détecter. Et quand le radar tourne comme ça, ben, ça vous donne plusieurs occasions de détecter la cible. Sur un seul tour, vous avez plusieurs occasions de détecter la cible. Alors, typiquement, ce nombre d'occasions de détecter la cible, qu'on peut définir comme 2 alpha sur oméga t, oméga étant la vitesse angulaire et tau l'intervalle entre deux bips, on envoie des bips, bip, bip, bip. Eh bien, typiquement, cette valeur, c'est de l'ordre de 10. C'est-à-dire quand un radar passe devant une cible,
il y a à peu près 10 occasions de détecter la cible. Alors ensuite, on a des risques d'erreur à faire, les risques alpha et les risques bêta qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Ces deux risques, c'est la non-détection ou la fausse alerte. Non-détection, il y a une cible mais vous ne l'avez pas vue. Fausse alerte, vous avez détecté une cible alors qu'il n'y en a pas. À votre avis, laquelle des deux est la plus gênante? Qui dit la non-détection? La majorité. C'est la fausse alerte. C'est la fausse alerte la plus gênante. Alors pourquoi la non-détection n'est pas si gênante? Parce que calculons la probabilité de ne pas détecter la cible lors d'une rotation du radar. La probabilité de non-détection, c'est la probabilité de ne pas le détecter sur les cas bip. C'est-à-dire que vous ne devez pas le détecter sur le premier bip et vous ne devez pas le détecter sur le deuxième, ni sur le troisième, ni sur le quatrième, ni sur le 10e, auquel cas vous ne l'aurez pas détecté. Donc c'est la probabilité de non-détection sur un bip à la puissance k. Okay, il ne faut pas le détecter sur le premier et le deuxième, et le troisième et le quatrième. C'est une intersection ou un produit de probabilité. Donc c'est puissance k. Eh bien, même si la probabilité de ne pas détecter sur un bip est de 50%, vous voyez, 0,5 à la puissance 10, ça fait 10 moins 3. Donc de toute façon, cette probabilité de non-détection, elle sera faible. Celle-là n'est pas vraiment un problème. Okay, la fausse alerte maintenant. Pour qu'il y ait fausse alerte, il suffit qu'un des bips donne la fausse alerte, un ou plusieurs. Alors, je vais commencer par dire, supposons qu'il n'y a qu'un seul, et je vais tout de suite écrire la deuxième page. Si je dis, pour qu'il y ait fausse alerte, il suffit qu'un seul des bips déclenche l'alerte. Donc c'est soit le premier, soit le deuxième, soit le quatrième. C'est le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, etc. Donc là, on fait une somme de probabilités, et donc on arrive à k fois la probabilité de fausse alerte, la deuxième ligne. En réalité, il peut y en avoir 2 qui donnent une fausse alerte, ou 3 qui donnent une fausse alerte. Donc pour faire le calcul plus rigoureusement, pour qu'il y ait une fausse alerte sur k bip, il faut qu'il y ait au moins un des bips qui donne la fausse alerte. Pour calculer la probabilité au moins 1, on fait 1 moins aucun des bips ne doit donner la fausse alerte. Le premier ne doit pas donner la fausse alerte, le deuxième ne doit pas donner la fausse alerte, et le troisième non plus, et le quatrième non plus. Et pour que le premier ne donne pas la fausse alerte, eh bien sa probabilité, c'est 1 moins la probabilité qu'il donne une fausse alerte. Donc vous faites 1 moins probabilité de fausse alerte sur un bip à la puissance k. Et ça, si vous faites un développement en série de Taylor, vous verrez que c'est à peu près égal à k fois la probabilité de fausse alerte sur un bip. Donc là, si vous ne voulez pas trop de fausses alertes, parce que le fausse alerte, ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de points qui s'affichent sur l'écran, un brouillage de l'écran, vous ne comprenez rien, et peut-être des calculateurs qui saturent, parce qu'il y a beaucoup de choses à afficher. Donc c'est ça qu'on va, comme on veut éviter ça, on va fixer cette fois-ci cette valeur, on va s'arranger pour que cette valeur soit faible. Pour la non-détection, elle sera de toute façon faible, sans qu'on se pose vraiment la question. Pour la fausse alerte, c'est à nous d'imposer cette valeur, d'imposer que cette valeur soit faible. Alors maintenant, on va pouvoir faire le test. Donc on a 2 situations en présence. Soit il n'y a que du bruit, c'est l'hypothèse nulle, celle que j'ai appelée H0, centré, le signal, la moyenne des valeurs échantillonnées, les centrées en 0, avec un écart type sigma sur racine de n. Soit il y a quelque chose. J'ai positionné ici une cloche H1 pour une valeur de S, mais cette valeur de S, vous ne la connaissez pas a priori. Elle peut être plus ou moins élevée. Et donc on va faire le raisonnement du test sur l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse nulle est réalisée, c'est-à-dire s'il n'y a pas de cible, s'il n'y a que du bruit, je peux, en fixant une valeur, un risque, en choisissant un risque de fausse alerte égal à 10-5, par exemple, donc déterminer ici une certaine valeur seuil, au-delà de laquelle il est impossible de tomber si, effectivement, je suis dans le cadre de mon hypothèse. Il n'y a que du bruit, il n'y a aucune raison de dépasser cette valeur x0. En tout cas, la probabilité de dépasser cette valeur x0 est très très faible puisqu'on l'a fixée à 10-5. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, si j'obtiens dans mon échantillon, mon signal échantillonné, une valeur moyenne qui dépasse ce seuil, eh bien, je rejette mon hypothèse, puisque j'ai dit que c'était impossible de tomber à droite de ce seuil dans le cadre de mon hypothèse. Donc je remets en cause mon hypothèse et je conclus en faveur de l'hypothèse H1. Okay, et l'hypothèse H1, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a une cible. Donc je conclus qu'il y a une cible, j'affiche un spot à l'écran de mon ordinateur. Si je raffiche à nouveau le tableau décision versus réalité, 2 cases correctes, bien sûr, et puis là, je suis dans le cadre. La case rouge, la première que je regarde, qui correspond à la probabilité alpha, c'est le cas où j'ai dépassé mon seuil, x0. J'ai donc affiché un spot sur l'écran.
qui doit correspondre à une cible, mais on a dit qu'il était possible de dépasser x0 dans le cadre de l'hypothèse h0. Il y a une probabilité alpha de dépasser x0. C'est possible. C'est très peu probable, mais c'est possible. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fausse alerte. C'est-à-dire, vous avez détecté une cible, mais en fait, peut-être qu'il n'y en a pas. Parce que vous êtes tombé à droite de x0, vous pensez qu'il y en a une, mais peut-être qu'il n'y en a pas, parce qu'on peut tomber à droite de x0, même quand il n'y a pas de cible. Probabilité alpha. Et puis, deuxième probabilité, la probabilité bêta, ici, eh bien, c'est la probabilité de non-détection. Vous tombez à gauche de x0, donc dans le cas de l'hypothèse que vous avez testée, qu'il n'y a que du bruit, moyenne centrée sur 0, vous tombez à gauche de x0, c'est normal, vous ne pouvez pas rejeter cette hypothèse, vous n'affichez pas de spot à l'écran. Pourtant, vous pourriez être dans le cadre de l'hypothèse H1 et tomber à gauche de x0 dans le cadre de l'hypothèse H1. Donc il peut y avoir une cible, et s'il y a une cible, elle peut vous renvoyer un signal qui va vous donner une moyenne inférieure à x0. C'est possible. Et la probabilité, c'est bêta. Et celle-là, on a dit qu'elle sera naturellement faible. Alors ici, on a fait un test à droite. Est-ce qu'on aurait pu faire un test symétrique? Est-ce que ça aurait eu un sens? Un test symétrique, ça n'aurait pas de sens, puisque l'hypothèse H1, c'est forcément S positif. Le signal qu'on reçoit, il est positif. Vous n'allez pas recevoir un signal négatif. Vous allez recevoir soit un signal nul, que du bruit, en moyenne nul, soit un signal non nul en moyenne. Et le S, on voit que si le S diminue, le alpha ne change pas, il est toujours le même, puisque alpha est déterminé à partir de l'hypothèse H0. Mais si S diminue, on voit que bêta augmente. Donc la puissance du test diminue, 1 moins bêta diminue, donc la puissance du test diminue. Et c'est normal. Le signal devient imperceptible presque, hein, et on ne sait plus très bien si c'est du bruit ou un petit peu de signal. S'il est très faible, il est normal que vous ayez une probabilité de non-détection qui soit assez forte, qui puisse être assez forte. Hein. Par contre, si le signal est très fort, donc la cloche se déplace très à droite, le bêta sera très très petit, la probabilité de non-détection devient quasiment nulle. Okay. Rappelons les différentes étapes qu'on a suivies. La première, j'ai donc choisi pour mettre en œuvre mon test l'hypothèse nulle, qui est l'hypothèse qu'il n'y a que du bruit. C'est celle-là qui m'a permis de... Donc j'ai déterminé d'abord une variable de décision qui était la moyenne d'un signal échantillonné. J'ai choisi un risque alpha, je l'ai choisi, j'ai dit 10-5, on va la fixer à 10-5, la probabilité de fausse alerte. Je l'ai choisi. Ça m'a permis de déterminer une valeur de seuil, x0 ici, ce qu'on appelle la région critique. Et puis, une fois que j'ai calculé ma région critique, et ce calcul se fait uniquement dans le cas de l'hypothèse H0, je peux déterminer la puissance du test, 1 moins bêta, selon la position où se trouve ma cloche de droite, mon hypothèse H1. J'enregistre mon signal, je l'échantillonne, je calcule les moyennes, tout ça, ça se fait en temps continu, donc ça mobilise quand même des calculateurs. Et en permanence, hein, ça compare les moyennes que j'obtiens au seuil x0. Si je tombe à gauche de mon seuil x0, j'accepte mon hypothèse, ou plutôt je ne l'infirme pas, je ne la rejette pas, donc je n'affiche pas de spot à l'écran. Si je tombe à droite de mon seuil, c'est trop élevé pour un bruit, la valeur que j'obtiens, donc je conclus qu'il y a une cible. Okay, et donc je rejette mon hypothèse. Avec moins de 10-5 chances sur 100 de me tromper. OK ? C'est exactement ce qu'on avait fait pour le contrôle en cours de fabrication, à quelques nuances près, puisque là on a des hypothèses composites, hein, on fait bien le test sur une seule des hypothèses qui est une hypothèse simple. L'alternative, c'est l'hypothèse composite. C'est-à-dire que la cible, elle peut avoir une intensité de seuil variée, peu importe la moyenne. Hein. Deuxième application, très différente, elle va porter sur un fabricant de chaussures. Imaginez un fabricant de chaussures qui veut mettre sur le marché des nouvelles chaussures, et puis il hésite pour le matériau qui constitue la semelle, il teste différentes qualités de matériaux. Et il s'agit ici donc de s'intéresser à 2 matériaux différents pour les chaussures. Alors pour juger de la qualité de ces semelles, des matériaux choisis pour les semelles, qu'est-ce que fait le fabricant? Eh bien, il fabrique des chaussures prototypes, et puis 5 paires de chaussures en matériau A, il les donne à 5 enfants. 5 paires de chaussures en matériau B données à 5 autres enfants. On leur demande de mettre les chaussures tous les jours pendant 1 mois, et on récupère les chaussures. Et après avoir récupéré les chaussures, eh bien, on mesure l'usure des semelles.
Et voilà ce qu'on obtient pour le matériau A en rose et pour le matériau bleu, le matériau B en bleu. Le niveau d'usure des chaussures. Et en X, on a les numéros des enfants. Alors, à partir de ce graphique, déjà visuellement, est-ce que vous pouvez vous prononcer sur quel est le matériau le plus solide ou le plus résistant? Alors, est-ce que vous pouvez vous prononcer? À vue de nez, vous diriez le meilleur matériau, c'est le matériau bleu, donc le matériau B. C'est ce que vous voyez à vue de nez? Vous êtes prêt à parier que c'est le matériau B? Pardon, une question au milieu, là. Ça dépend comment chacun l'utilise. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque? Alors, regardons une petite séquence vidéo. D'un film que je vous recommande, qui est assez cruel, enfin qui montre la cruauté des enfants dans les cours d'école. Alors, on voit pas grand-chose sur cette vidéo, mais on peut voir quand même des choses. On voit que certains enfants sont tranquilles, assis sur leur banc, éventuellement frottent leurs chaussures par terre ou pas. Et puis il y en a d'autres qui viennent en cavalant, etc. Donc on voit bien qu'effectivement, d'un enfant à l'autre, l'usure des chaussures est différente. Alors du coup, est-ce que le protocole mis en place par l'entreprise pour comparer les deux matériaux, est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour juger des qualités de matériaux? Il faudrait intégrer l'activité des enfants d'une certaine manière, parce qu'effectivement, si on a donné les 5 paires de chaussures en matériau A à 5 enfants relativement calmes et matériau B à 5 enfants agités, on imagine bien que le matériau B va être plus usé du fait de l'usage par les enfants. Alors comment remédier à ça? Comment prendre en compte l'activité des enfants? Pardon? On prend les mêmes enfants et on inverse, on échange les chaussures. Sauf que peut-être la première semaine ou le premier mois sera une période de vacances, les enfants jouent beaucoup et dans l'autre expérience, ce sera une période moins favorable. On augmente la taille de l'échantillon, c'est une possibilité, mais ça coûte cher de fabriquer des chaussures prototypes. Un prototype, ça coûte très cher. On regarde l'usure au bout d'un certain nombre de kilomètres, mais il faudrait mesurer le kilométrage parcouru par les enfants. Installer un capteur. Il y a moins cher. Une chaussure de chaque matériau pour chaque enfant. Et ça, c'est exact, c'est une bonne idée. Alors, il y aura une petite nuance entre le pied droit et le pied gauche, il faudra prendre en compte ça. Mais ça, on va baisser un peu le ton pour l'enregistrement. Donc, si on donne à chaque enfant une chaussure avec un matériau A et l'autre chaussure en matériau B, on traitera les deux matériaux de la même manière pour chaque enfant. Donc là, on va s'abstraire au moins en partie de l'influence des enfants. Et ça renvoie à un chapitre, enfin une section dans le chapitre d'aujourd'hui, un test particulier qui porte un nom particulier. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour ceux qui ont lu leur polycopier? J'ai entendu le test des appariements. Test des appariements, ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Et vous avez lu pourtant, mais vous n'avez pas vu ce mot. Test des appariements, ça veut dire que les valeurs sur lesquelles on travaille sont appariées, elles vont par paires. Donc quand dans un échantillon donné, vous disposez pour chaque individu de 2 valeurs, vous pouvez dire que vous avez des valeurs appariées. Et vous pouvez donc envisager un test d'appariement qui est un test plus puissant que le simple test de comparaison de 2 populations.
Si on traite les deux matériaux et les deux populations d'enfants différemment, c'est-à-dire qu'on a un échantillon qui provient d'une certaine population qui caractérise le matériau A, un échantillon qui provient d'une deuxième population qui caractérise le matériau B, et on cherche à comparer, le chapitre s'appelle comparaison statistique, à comparer la population dont est issu le premier et la population dont est issu le deuxième. Donc comparer, ça veut dire comparer les variances, comparer les moyennes. Mais si vous disposez de deux valeurs appariées pour chaque individu, vous pouvez faire un test des appariements, c'est-à-dire étudier la différence entre ces deux valeurs. Et ce test-là est plus puissant que de comparer les variances et les moyennes séparées. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va maintenant donc refaire l'expérience en soumettant à chaque enfant qui est présent dans l'échantillon donc une paire de chaussures avec les deux matériaux, matériau A, matériau B, et on va même s'arranger pour que le matériau A se trouve dans la moitié des cas sur le pied gauche et dans la moitié des cas sur le pied droit. Inversement pour le matériau B. Okay, et voilà ce qu'on obtient. Matériau A, c'est le rose, matériau B, c'est le bleu. Ce n'est pas les filles et les garçons. Hein. Les filles et les garçons, c'est mélangé dans le 1 jusqu'à 10. On voit qu'il y a des enfants qui sont tranquilles, l'enfant 6 par exemple, et des enfants agités, l'enfant 4. Hein, donc soit c'est une petite fille sage, soit c'est un garçon timide, et puis le 4, c'est soit un footballeur, soit une fille folle dingue. En tout cas, ce n'est pas forcément fille et garçon. Donc on voit bien cette différence, d'activité de chaque enfant. Hein. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce n'est plus ça, cette différence, puisque ce qu'on va regarder, c'est la différence pour chaque individu, la différence entre le matériau A et le matériau B. Est-ce que vous voyez quelque chose ici à vue de nez? Le bleu plus élevé? Le bleu plus élevé. Alors, si on fait la différence, on le verra mieux. Alors, pardon, avant de faire la différence, on va revenir sur le modèle du test des appariements. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant qu'on a adopté cette stratégie-là de mettre un matériau sur chaque pied pour chaque enfant? Pour le matériau A et pour l'individu I, eh bien, l'usure du matériau A, on peut considérer qu'il dépend d'un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est l'enfant. Il dépend de l'enfant numéro I. Il dépend du matériau lui-même, du choix du matériau. Pour le matériau A, c'est caractérisé par une certaine grandeur. Il dépend du pied sur lequel se trouve le matériau A. Et puis, la valeur de l'usure qu'on a faite sur le matériau A, eh bien, elle est entachée d'une certaine dispersion. Il peut y avoir une erreur de mesure. Et puis, il y a aussi une variation dans la qualité de fabrication du matériau A. Il peut y avoir des petites différences d'une semelle à l'autre dans la fabrication même du matériau. Pour le matériau B, pour la mesure sur le matériau B, la mesure de l'usure sur le matériau B, elle dépend donc toujours de l'enfant, du matériau qu'on a choisi, bien sûr, pour B, du pied, donc quand on a mis A sur le pied droit, on met B sur le pied gauche, et puis aussi d'une certaine dispersion dans la fabrication du matériau et aussi dans la mesure de l'usure sur les matériaux. Et quand on fait, puisqu'on a des valeurs appariées, la différence entre ces deux grandeurs, eh bien on voit qu'on fait disparaître l'influence de l'enfant. Il reste donc la différence entre les deux matériaux, celle qui nous intéresse de caractériser. Il reste une différence entre pied droit et pied gauche, et puis une différence dans les erreurs. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la moyenne des différences. Sur les 10 individus qu'on a dans notre échantillon, on va faire la moyenne de ces différences. Et en faisant la moyenne de ces différences, la moyenne de bêta moins alpha, c'est toujours bêta moins alpha. Bêta moins alpha, c'est une constante qui caractérise les matériaux. Et puis on voit comme on a mis autant de pied droit que de pied gauche, enfin autant de matériaux A dans le pied droit que dans le pied gauche et réciproquement, eh bien on va faire disparaître ici l'influence du pied droit et du pied gauche. On fait disparaître ça en faisant la moyenne. Et puis il nous reste donc une moyenne d'erreur. Donc il ne nous reste plus finalement, qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans le test, la différence bêta moins alpha, c'est celle qu'on cherche à démontrer. Alors, quand on représente ces différences pour chaque individu, voilà ce qu'on obtient. A moins B, ça vaut ça. Et là, on voit déjà graphiquement, on semble voir en tout cas graphiquement, que A moins B est positif. D'accord? Que l'usure de A est plus grande que l'usure de B. Donc que le matériau B est de meilleure qualité que le matériau A. OK? Graphiquement, ça a l'air vrai. Hein, mais maintenant, faut-il encore le montrer? Là, on est sur un échantillon. Peut-être que, exceptionnellement, cet échantillon a donné une valeur exceptionnellement élevée. Peut-être qu'un autre échantillon aurait donné une valeur négative ou nulle. Donc, il s'agit maintenant de dire, est-ce qu'on peut considérer que pour la population tout entière, cette différence qu'on a observée sur notre échantillon est significative?
J'affiche ici les valeurs qu'on a obtenues pour le matériau A, pour le matériau B, avec le pied gauche, le pied droit. J'ai calculé les différences, les carrés de ces différences. Et je peux donc calculer la somme des différences, la somme des carrés de ces différences. Bon, je vais remettre ces valeurs ici. On va commencer par faire un test symétrique, c'est-à-dire qu'on va essayer de vérifier si on peut rejeter ou non l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre les deux matériaux. C'est-à-dire que la différence moyenne entre les deux est nulle. Okay. Les données dont je dispose, c'est ça, mon échantillon de taille 10, la somme des différences 1,6, la somme des variances des carrés 0,82. Je calcule donc la moyenne de mon échantillon, 1,6 sur 10. Je calcule la variance de mon échantillon, variance empirique, que je note toujours par une lettre latine. Donc c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Moyenne des carrés, 0,82 sur 10, moins 0,16 au carré, ça fait 0,05. Et je peux donc, à partir de cette variance empirique, calculer, estimer la variance de la population dont sont issues ces différences, que j'obtiens, et j'obtiens 0,06. Alors, maintenant, je me place dans le cadre de l'hypothèse nulle. Si l'hypothèse nulle est vraie, eh bien, quand je m'intéresse à la moyenne d'un échantillon prélevé dans une population de moyenne nulle, cette moyenne a une moyenne mu égale à 0 également, un écart type de sigma sur racine de n. Si je centre cette loi de la moyenne grand M moins mu divisé par sigma sur racine de n, j'ai une loi normale centrée réduite. Comme je ne connais pas sigma et que je l'estime par sigma étoile, m moins mu divisé par sigma étoile sur racine de n est une loi de Student. Okay. Comme j'ai fait l'hypothèse que mu égale 0, donc j'ai un m moins 0 ici maintenant qui apparaît, et cette grandeur, donc réalisation de cette variable aléatoire, eh bien, elle doit appartenir à une loi de Student. Alors regardons une loi de Student. Et prenons un risque de 5%. Est-ce que vous pouvez me dire, en regardant dans la table de la loi Student, quel intervalle va me donner ou va me définir ce risque? À quel intervalle va correspondre ce risque? Loi de Student à combien de degrés de liberté? 9 degrés de liberté. Donc quelle est la valeur qui n'a que 2,5 chances sur 100 d'être dépassée dans le cadre d'une loi de Student? De degré 9. De combien? 260, 2,26, je pense que c'est correct. 2,26, ok? C'est toujours assez proche de 2 quand on travaille avec 5%, hein, puisque c'est proche d'une loi normale. Le 1,96 de la loi normale, hein, c'est une référence que vous devez même garder en mémoire. Hein. Conclusion. J'ai fait une hypothèse. Dans le cas de cette hypothèse, j'ai calculé une certaine statistique petit t qui vaut 2,02 et qui devrait appartenir à une loi de Student. Puisqu'elle doit appartenir à une loi de Student, elle a 95 chances sur 100, enfin, elle n'a que 5 chances sur 100 de tomber, une variable de Student, à l'extérieur de l'intervalle moins de 26, de 26. Je suis tombé à l'intérieur de l'intervalle. Conclusion? Ça ne contredit pas mon hypothèse. Je ne peux pas rejeter mon hypothèse. Donc, si je fais un test symétrique ici, pour un risque de 5%, mais surtout ça dépend du risque qu'on prend, eh bien, je ne peux pas rejeter l'hypothèse que mu est nul. Donc je ne peux pas, l'échantillon ne me permet pas de dire qu'il y a une différence entre B et A. Et je peux même, puisque j'ai une loi Student à faire une loi Student, calculer l'intervalle de confiance de cette différence. C'est une formule qu'on a déjà rencontrée au chapitre précédent. Et on voit que dans l'intervalle de confiance, la valeur 0 appartient à l'intervalle de confiance. Donc mu peut être nul, effectivement. C'est possible que mu soit nul pour la population tout entière. Pour le matériau A et le matériau B. Pas de différence significative entre le matériau A et le matériau B. Ça, c'est en faisant un test symétrique. Faisons un test à droite maintenant. Faisons l'hypothèse que mu pour la population est négatif ou nul. L'hypothèse alternative, ça sera mu strictement positif. Donc si j'arrive à rejeter mon hypothèse que mu est négatif ou nul, je pourrais conclure que mu est strictement positif. Okay. Pour faire le raisonnement, on se place à la limite, hein, pour H0, à la limite où mu est égal à 0. Donc exactement dans le processus précédent, sauf que comme on fait un test à droite, maintenant, on va mettre tout le risque du même côté, on va mettre 5% ici à droite. Et à 5% à droite, dans une loi Student de degré 9, il lui correspond quelle valeur?
pouvez jeter un coup d'œil. Oui, 1,83, tout le monde est d'accord? Vous avez trouvé cette valeur 1,83, 5% à droite. C'est bon. Effectivement, 1,83. Donc je me place pour faire le calcul dans le cas d'hypothèse nulle, mais l'hypothèse que je fais, c'est mu négatif ou nul. Hein, et je mets tout le risque à droite. C'est ça qui me permet de couvrir toutes les valeurs négatives possibles. Hein. Je calcule ma statistique, c'est toujours la même, m-0 divisé par sigma étoile sur racine de n, et je trouve 2,02. Et on voit bien que le 2,02, il dépasse le 1,83. Conclusion. Cette fois-ci, on peut rejeter notre hypothèse. Donc, au risque 5%, avec moins de 5 chances sur 100 de me tromper, je peux dire que l'hypothèse H0 n'est pas bonne. Je peux rejeter l'hypothèse H0 avec moins de 5 chances sur 100 de me tromper. Et donc conclure en faveur de l'hypothèse H1 qui me dit que mu est strictement positif. Donc j'en conclus avec moins de 5 chances sur 100 de me tromper que mu est strictement positif et que B est plus grand que A. Et vous voyez que les deux tests n'ont pas donné les mêmes conclusions. Ça, c'est parce qu'on a travaillé avec le même risque. Dans le premier cas, le risque était réparti de chaque côté, donc forcément la borne à droite est un peu plus loin, 2,5%. Alors qu'en mettant tout le risque du même côté, forcément, j'ai plus de chances de dépasser ma borne. Oui. On aurait pu faire un test à gauche, oui, et on aurait rejeté ce test. On aurait trouvé un t égal à... Est-ce que ça aurait changé le t? Non. Si on avait mis... si on aurait fait l'hypothèse mu plus grand ou égal à 0, contre mu strictement négatif, et là, on n'aurait pas pu rejeter. Le t étant le même, si on avait mis le risque à gauche, forcément, nous, on tombait à droite, donc on ne pouvait pas rejeter l'hypothèse. Et donc, on ne pouvait pas conclure que mu était négatif, et c'est normal, parce que là, on vient de conclure que mu était positif. Donc, c'est normal qu'on ne puisse pas conclure que mu est négatif. Oui. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire grand-chose, en fait. Non. Mais par contre, vous n'avez pas d'autre choix que de travailler avec votre hypothèse, celle que vous n'avez pas pu rejeter, vous allez travailler avec elle. Tout ça, bien sûr, pour le risque choisi. Alors, un petit complément, vous verrez dans la plupart des logiciels qui font des calculs statistiques, soit dans Mathematica, soit dans R, ou plein de logiciels qui existent, SAS et compagnie, qui font des calculs statistiques, que ces tests en général ne sont pas, se présentent un peu différemment. Les résultats des tests qu'on peut mettre en œuvre se présentent un peu différemment. En fait, quand on calcule ici à cette valeur 2,02, quand on calcule le risque à droite, on peut déterminer la probabilité ici de dépasser 2,02. Donc à partir du moment où cette probabilité 3,79 est inférieure à 5%, si on travaille avec le risque de 5%, eh bien on peut conclure, ici on peut rejeter notre hypothèse. Donc si la valeur que vous calculez, il lui correspond une probabilité à droite inférieure à 5%, dans le cas du test symétrique, du test à droite bien sûr, eh bien ça veut dire qu'on peut rejeter l'hypothèse. Okay, eh bien cette valeur de 3,79%, on l'appelle la p-valeur, ou la p-value en anglais, 0,0379. Donc la plupart des outils, des logiciels statistiques, en fait, le résultat qu'ils fournissent, quand vous faites des tests comme ça, ils vous donnent la p-valeur. Okay, et donc il faut savoir l'interpréter. C'est inférieur à 5% ou c'est inférieur à 2,5%. Ça va dépendre si le test est symétrique ou pas, et ça dépend bien sûr du risque que vous prenez. Et vous pouvez conclure à partir de la lecture de cette p-valeur. C'est juste une manière différente de présenter les choses. Alors, puisque je parle de p-valeur, et je remercie Rémi Père qui m'avait suggéré cet exemple l'année dernière. Est-ce que vous voyez à quoi je fais référence à travers cette image? Vous dites? Le boson de Higgs. Effectivement, le 18 mai 2012, le CERN a annoncé la découverte du boson de Higgs. Et cette image représente la désintégration du boson de Higgs en 4 leptons. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Je crois que vous avez un cours de physique quantique peut-être qui en parle. Alors, si vous avez suivi l'actualité à ce moment-là, ou si vous cherchez sur Internet, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés sur la manière dont les résultats, cette découverte a été annoncée et comment les journaux ont retraduit cette découverte. Je vais prendre juste un exemple parmi tous les exemples qu'on peut trouver. Donc, c'est le boson de Higgs. L'exemple ici d'une
de l'annonce de la découverte donnée par le magazine Forbes. J'aurais pu donner, même le New Scientist aussi, donner des résultats, utiliser une formulation un peu étrange. Les chances sont inférieures à 1 sur 1 million que ce ne soit pas le boson de Higgs. Voilà comment est formulé l'article du journal. Alors, à votre avis, est-ce que la formulation est correcte? Est-ce qu'elle vous semble correcte, en tout cas à première vue? Alors, ce 1 sur 1 million, c'est la p-valeur, justement. C'est la p-valeur, ou la p-value, hein, du test qui est mis en œuvre pour juger si oui ou non on a vu le boson de Higgs. Alors, pour expliquer plus précisément les choses, revenons à l'exemple du radar. Finalement, le principe, c'est exactement le même que le radar. Soit il n'y a pas de boson, on n'a pas vu de boson, et on n'a que du bruit. Parce que là, tout l'objet, c'était de distinguer justement la présence du boson, l'émergence du boson ou du bruit. Donc, soit il n'y a pas de boson, il n'y a que du bruit, soit il y a un boson. 125 giga-électronvolts, je crois, un truc comme ça. Si vous prenez un risque de 5%, ça définit un certain seuil ici, au-delà duquel, dans le cas de l'hypothèse nulle, parce que le raisonnement est mené sur l'hypothèse nulle, qui est l'hypothèse qu'il n'y a pas de boson, donc le CERN capture ou calcule une grandeur, caractéristique de la présence d'une nouvelle particule ou du boson. Et donc si cette grandeur dépasse le seuil ici défini à 5%, la grandeur que vous mesurez, eh bien vous êtes amené à rejeter l'hypothèse qu'il n'y a pas de boson et conclure qu'il y a un boson. Okay. En fait, la valeur qui a été calculée par le CERN, elle se situe là quelque part, même beaucoup plus loin, puisqu'il lui correspond une p-valeur de, non pas une chance sur 1 million, mais 5 chances sur 10 millions, donc 0,5 chance sur 1 million. Okay. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas de s'il n'y a pas de boson, il y a moins d'une chance sur 1 million d'observer la valeur qu'on a mesurée durant l'expérimentation. Bien sûr, la conclusion qu'on va tirer, c'est, supposer qu'on ait pris le risque de 5%, c'est de rejeter l'hypothèse qu'il n'y a pas de boson et conclure qu'il y a un boson. Ça, on est d'accord sur l'hypothèse, sur le raisonnement du test. Mais si vous relisez la phrase qui est en dessous, à votre avis, est-ce qu'elle a un sens? La probabilité qu'il n'y ait pas de boson est inférieure à 1 sur 1 million. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça, on dit quoi? On dit que la probabilité de H0, si je comprends bien, the chance of less than 1 million that it is not the big boson. La probabilité que ce ne soit pas le boson est inférieure à 1 sur 1 million. Donc, on dit que la probabilité de H0 est inférieure à 1 sur 1 million. C'est ça qu'on dit. Mais le 1 sur 1 million ne correspond pas à ça. Ce n'est pas la probabilité de H0 sachant qu'on a dépassé la valeur T ou la valeur S0. C'est ça que la phrase dit. Probabilité de H0 sachant qu'on a obtenu cette grande valeur, c'est 1 sur 1 million. C'est comme si on calculait la probabilité de H0 sachant qu'on a dépassé le seuil ou qu'on a obtenu cette valeur-là. Or, nous, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on peut calculer, c'est la probabilité de dépasser ce seuil si on a affaire à l'hypothèse H0, dans le cas de l'hypothèse H0. C'est la probabilité de dépasser le seuil dans le cas de l'hypothèse H0, sachant que c'est H0. Or, la phrase nous dit la probabilité que ce soit H0, sachant qu'on a dépassé le seuil. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Okay. Et alors, à quoi ça vous fait penser de quelque chose qu'on aura déjà fait? Donc on peut, on connaît les probabilités conditionnelles, probabilité de dépasser le seuil sachant H0, ou probabilité de ne pas dépasser ou de dépasser le seuil sachant H1, ça on peut les calculer. Ici, si on veut calculer la probabilité que ce soit H0 sachant qu'on a dépassé le seuil, ou la probabilité de H1 sachant qu'on a dépassé le seuil, on avait déjà fait ça, oui. On avait fait ça avec les swarms, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait introduit la sismicité historique pour pouvoir utiliser le théorème de Bayes et calculer les probabilités a posteriori. Donc cette phrase, elle fait plutôt référence à quelque chose qui relève du théorème de Bayes, qui permettrait de calculer la probabilité de H0 sachant qu'on a dépassé le seuil, mais l'expérience et le test qui est mis en œuvre, ce n'est pas ça qui donne comme résultat. Il donne la probabilité de dépasser le seuil sachant H0. Ce n'est pas tout à fait pareil. Okay. Bon, je vous invite à être attentif si vous voyez des articles sortir dans la presse de ce genre, et vous posez la question, est-ce que c'est bien interprété ou mal interprété? Pas de questions? Je vous ai déjà tenu un petit peu trop longtemps. Alors, on se retrouve dans 15 minutes donc en salle de TD.